Michel Simès, rebonsoir. Bonsoir. Michel Simès, mesdames, messieurs. Il n'est pas au top du top, il était premier, il est redescendu deuxième. Donc il est plus au top du top, pardon. Non mais Laurent a raison. Pour moi, c'est une merde. Mais en même temps, quand t'es au sommet, tu peux que redescendre. Exactement, mais Non, tu mais on n'es va plus au faire Théo sommet. Top. Et maintenant, mesdames, messieurs, on passe à notre Théo Top. Michel Simès, rebonsoir. Michel Simès, mesdames, messieurs, le seul médecin que les gens sont contents de voir régulièrement. Ça vous va? Ouais, ça va bien. Sinon, il y a Michel Simès, mesdames, messieurs, le médecin qui fait mourir de rire. C'est pas mal aussi. Je préfère faire rire que mourir de rire. Voilà, moi, il y en a un autre aussi. Ah, t'en as débranché des vieux, toi. Hein. Michel Simès, mesdames, messieurs, le médecin qui est un grand malade. Alors ça, c'est votre sampleur à chaque fois que vous venez. Ouais. J'en ai un autre qui est pas mal. Vous me direz ce que vous préférez pour la prochaine fois. Tu es le chouchou de mes rêves. Tu es le chouchou de mon cœur. Il est pas mal, hein? Ouais, le problème, c'est que je suis plus. Laurent a raison. Bon, les gens vous adorent. Vous êtes 7e dans le classement des Français préférés des Français. Vous êtes devenu le commandant Cousteau, ça. Non, mais... C'est ce. Ouais, quand il raconte une vanne, il touche le fond. Tu vas pas me couper la parole à chaque Tout fois le que je vais temps. parler. Ouais. C'est ce classement du JDD là, il me sidère à chaque fois. Et c'est ce qui me sidère surtout, c'est les noms qui sont devant et derrière. Ouais. Enfin, surtout ceux qui sont derrière, devant. Ouais, Macron est derrière vous, par exemple. Oula. Ouais. 2e animateur préféré des Français, ce qui est quand même pas mal. Moi, je suis à 27 places. Attention, méfiez-vous, je suis Mais 29e. Ouais, mais je pense que quand j'aurai et votre âge et votre carrière, je serai à cette place-là. Ce sera bien Non, déjà. je ne vous le souhaite pas. Alors, vous aviez effectivement un sentiment d'imposture et un jour, vous avez rencontré Nagui et vous vous êtes dit finalement... Il y a pire que moi. Voilà. Alors, Michel Simès, mesdames, messieurs, le magazine de la santé, Allô Docteur, c'est sur France 5. On regarde à quoi ça ressemble. De plus en plus de femmes développent des allergies au contact du sperme, entraînant plaques d'eczéma, rougeur, démangeaisons. Marina, quel traitement suggérez-vous? Oh, bah moi je conseille l'utilisation d'antihistaminiques contre toute éruption cutanée. C'est ce qu'il y a de mieux. Ça va? Passez un bon week-end? Je fais un petit relais château. Ouais. Alors les châteaux, ouais. Bonjour à tous. Aujourd'hui nous recevons Quentin qui souffre de priapisme. Cette maladie peut provoquer des érections subites. Nervosité, colère, mal de tête, absence de libido, odeur de poisson pourri, je parle bien évidemment des règles. Mais ça va pas ou quoi? Bah quoi? Mais t'as pété un boulon, t'es devenu complètement con en fait! Oh là là, j'en connais une qui est dans sa mauvaise période. On reçoit maintenant Pierre-Patrick qui a perdu son bras suite à un accident de travail. Pierre-Patrick, bonjour. Bonjour Michel. Alors Pierre-Patrick, c'est une première en France. On vous a installé une prothèse de bras bionique. Expliquez-nous. Écoutez, c'est très simple. En fait, il suffit d'enregistrer les fonctions désirées dans la base de données. Et par exemple, je peux vous montrer la fonction que j'ai enregistrée ce matin. C'est la 2. Oui, attendez, parce que je mets... Aujourd'hui, Marina, nous allons parler du virus mortel le plus dangereux du monde, le virus Ebola, dont j'ai ici un échantillon. Non mais ça va pas! Quoi? Mais c'est hyper dangereux de trimballer un virus en plateau, Michel! Voilà, chochotte, là, ça va. C'est mon pote qui bosse à Pasteur qui me l'a prêté, c'est dans un tube, ça craint rien. Non, Bouh! Michel, Oh, le méchant virus. arrêtez. Oh, il fait l'avion. Et voilà, le dézapping d'uniforme. C'est vachement bien, hein? Alors, Michel Simès, le mardi 30 janvier, sera diffusé sur France 2 à 22h45 le documentaire tiré de votre livre éponyme Hippocrate aux enfers. Le film relate le 2e procès de Nuremberg où 23 médecins nazis ont été jugés pour crimes contre l'humanité. Vous racontez par exemple l'opération T4 qui consistait à assassiner des malades héréditaires. C'était monté par le médecin personnel d'Hitler, Karl Brandt. Le principe de la médecine sous Hitler, c'était de débarrasser et le peuple allemand et le monde
de ce qu'ils considéraient comme des gens qui servaient à rien, qui coûtaient de l'argent à la société, voire qui représentaient des tumeurs ou autres. Ça a commencé avant les Juifs, ça a commencé par les... Oui, directement en Allemagne, par, Ouais. par des malades psychiatriques allemands. Hein. Ouais. Alors vous racontez évidemment les expériences du docteur Mengele, l'ange de la mort, comme on l'appelait, qui travaillait sur les jumeaux. Oui, j'y pensais quand Carole sur en l'hérédité, parlait. ouais. Effectivement, Mengele était obsédé par la découverte de ce qu'il pensait être le secret de la gémellité. Il n'y a pas de secret de la gémellité, à part quand vous faites des fécondations in vitro, mais sinon, la gémellité, les jumeaux, c'est le hasard de la fécondation qui fait que les chromosomes se séparent. Mais Mengele a voulu essayer de connaître le secret de la gémellité. Et quand vous prenez du recul par rapport à tout ça, et on voit dans le documentaire tout ce qui... Enfin, on explique tout ce qu'il a pu faire sur les jumeaux, il avait un raisonnement qui n'était pas complètement stupide, qui était de se dire que s'il trouvait le secret de la gémellité, l'Allemagne pourrait peupler le monde 2 fois plus vite. Ce qui, sur le plan de la réflexion, n'est pas complètement idiote. Sauf que ce type était... à la fois très compétent et en même temps fou, c'est-à-dire qu'il avait vraiment un grain et puis il était d'un sadisme terrible. Il sélectionnait les enfants à l'arrivée dans les camps, à l'arrivée des trains, et ensuite il allait faire ses expériences dans le bloc 10. Alors, la fuite de Mengele en Amérique du Sud a été racontée par Olivier Guèze Absolument, dans le prix un Renaudot. roman qui s'appelle La disparition de Joseph Mengele, qui est très intéressant. Très. Alors vous racontez aussi un truc incroyable, c'est les expériences avec les sulfamides. Parce qu'en fait, à l'époque, Fleming avait inventé la pénicilline, Les Allemands ne l'avaient pas. Les Allemands ne l'avaient pas. Donc ils testaient les sulfamides, et alors, pour pouvoir les tester, ils cassaient les jambes à coups de marteau, ils infectaient les plaies avec des staphylocoques, et ils regardaient comment les sulfamides pouvaient régler le problème. Avec pour but de sauver, parce que de très nombreuses expériences faites dans les camps de concentration avaient un but, c'était de sauver l'armée allemande. Et effectivement, les antibiotiques tels qu'on les connaît aujourd'hui n'existaient pas à l'époque. Et donc, on infectait les femmes volontairement. On prenait des femmes, on leur cassait au bloc, on leur cassait les jambes, parce que l'os est la partie la plus sensible aux infections. On mettait dedans des morceaux de verre, des morceaux de bois, des chiffons, et on attendait que ça s'infecte. En plus, ces femmes-là, ça se passait sous anesthésie, mais ces femmes-là étaient plâtrées, elles ne savaient pas ce qu'on avait fait, et elles souffraient terriblement sous les plâtres, et ils essayaient de tester les médicaments pour voir si... Ce qui est extraordinaire, en fait, c'est que la loi en Allemagne, depuis 1933, interdisait les expériences sur les animaux. Ouais, c'est Hitler qui avait dit qu'on n'avait pas le droit de faire des expériences sur les animaux. Donc on faisait des expériences sur les juifs et sur les tziganes, sur les roms et puis sur d'autres gens. Oui, mais qui n'étaient même pas considérés comme des animaux ni comme des... Des choses. Ouais, c'était Matériel. C'était même pas des sous-hommes, c'était quelque chose à part. C'est Himmler a dit, c'est pas grave, on va prendre des juifs. Voilà, comme ça. Surtout Himmler, il a dit, je sais pas si ça va marcher, mais essayez toujours, on verra bien. Ouais. Alors, ce qui est incroyable, c'est que les colonels SS allaient au cinéma pendant les gazages et ils revenaient une fois que les chambres à gaz avaient été ventilées. Alors ça se passait au Struthof, le Natzweiler. C'est le seul camp à Strasbourg. C'est le seul camp qui est en Alsace, qui était en France. Et Auguste Hirt, qui était le chef du service d'anatomie, voulait faire un musée du squelette juif. Oui. Parce qu'il pensait que, comme tous les juifs allaient disparaître, il fallait bien qu'il y ait un musée pour montrer aux générations suivantes à quoi ça ressemblait. Et donc, il avait pris 86 déportés qui étaient arrivés d'Auschwitz, qui étaient plutôt en bon état. Il les avait nourris, puis après il les avait envoyés à la chambre à gaz. Et en face de cette chambre à gaz, il y a un cinéma dans lequel les Allemands, après avoir mis les déportés dans la chambre à gaz, sont allés regarder un film et sont revenus une fois que les déportés étaient morts. Et ces gens-là, qui sont morts, ces 86 déportés, ont été livrés à Auguste Hirt, à la faculté de médecine de Strasbourg, mis dans des cuves dans lesquelles il y avait du formol et un produit de conservation, en attendant que les corps se décomposent pour en faire un musée. Ici la voix. Thierry, est-ce que vous êtes conscient que vous êtes en train de donner une image plutôt négative des nazis ? Vous portez, Michel, ce film d'une façon très poignante et je trouve ça remarquable que quelqu'un comme vous, finalement, avec la notoriété que vous avez aujourd'hui, se consacre à cette tâche difficile, parce que c'est sûr que c'est plus marrant de dire des conneries sur un plateau de télé que de raconter les agissements de Heinrich Himmler.
C'est gentil Thierry. C'est pas malgré ma notoriété ou ma popularité, c'est grâce à ça que je fais ce documentaire. C'est parce que je me suis dit que, vu que les gens m'accordent une certaine crédibilité et ont l'air de bien m'aimer, si j'en crois ce qu'on disait tout à l'heure, je me suis dit que peut-être ça leur donnerait envie de venir voir ce documentaire et de savoir ce qui s'était réellement passé. Parce qu'il y a tellement de négationnistes sur Internet aujourd'hui qu'on finit par banaliser le propos. banaliser le Oui, truc. mais c'est une période de la guerre qui est peu connue. Moi, quand j'ai commencé à travailler sur le bouquin, j'étais un peu sidéré de voir que les gens ne savaient pas trop ce qui s'était passé. Oui. Et quand ils le savaient, et c'est ce qui a déclenché mon envie d'écrire ce livre, on me disait ah, putain, c'est terrible, c'est pas bien ce qu'ils ont fait, mais est-ce que ça a fait avancer la médecine? Oui. Et puis j'ai fini, moi, en tant que médecin, de me poser la question, en me disant, est-ce qu'aujourd'hui, je suis pas en train d'exercer mon métier avec des choses qui ont fait progresser la médecine? La réponse est non. La réponse est non, mais je me suis posé la question à un moment. Alors, Donc il fallait que je réponde. Le sujet vous intéresse pour deux raisons. La première, c'est que vous êtes médecin. C'est déjà très important. La deuxième, c'est que vous avez deux grands-pères qui ont disparu dans les camps. Une histoire qui me bouleverse toujours à chaque fois. Vous n'en parliez pas trop. Et puis un jour, c'était sur ce plateau, il y a eu ça. Vous disiez tout à l'heure que vous avez une dette envers la France. Moi, mon grand-père a été arrêté par la police française. Parce que, mon grand-père est mort à Auschwitz, mais arrêté par la police française. Parce que moi aussi, je suis d'origine juive. Mes grands-parents sont venus de Pologne en 1922, pensant se réfugier en France. Ils ont vécu heureux jusqu'à la guerre. Mon grand-père a servi dans l'armée française et un jour, il a été convoqué par la police française. Et ma grand-mère m'a raconté qu'elle lui avait dit « n'y va pas ». C'était à Paris, hein. Elle lui a dit « n'y va pas ». Et lui a dit « mais que veux-tu qui m'arrive? J'ai servi dans l'armée française, je vais aller... » Il est parti au commissariat en toute confiance, il s'est retrouvé à Pithiviers. Et de Pithiviers, il est parti à Auschwitz, camp dans lequel il était mort. Pour la France, je vais vous dire, pour la France, c'est une faute inexpiable. Inexpiable. Mais c'est vrai que c'est une histoire, moi, que j'ai appris ça il n'y a pas... Enfin, finalement, peu de temps avant d'écrire le bouquin, mais effectivement, mon grand-père, en mai 42, il est convoqué, et ma grand-mère lui dit « Je comprends pas pourquoi il te demande de venir avec ta valise, n'y va pas ». Il est allé au gymnase Japy dans le 11e arrondissement. Alors justement, c'est Raïm. Le jour où il va au gymnase Japy, il est emmené à Auschwitz, et quand vous avez été pour la première fois dans le top des personnalités préférées des Français dans le JDD, vous êtes allé au gymnase Japy. Oui, parce que finalement, c'était incroyable, quoi. Plus de 70 ans après, mon pays à moi arrête mon grand-père, l'envoie à la mort, et puis des décennies plus tard, les Français envoient un message d'amour incroyable en me mettant dans ce classement du JDD à son petit-fils. Je me suis dit que c'est un raccourci de l'histoire incroyable, et je suis allé avec le JDD au gymnase Japy où il a été arrêté. Mais votre père, lui, n'a jamais voulu se rendre à Auschwitz. Il a 87 ans aujourd'hui, il n'est toujours pas allé. Non, et puis il ira pas, et je ne l'emmènerai pas là-bas, parce que c'est pas... Alors vous y êtes allé, tout seul, il y a 15 ans. Vous avez ressenti quoi en arrivant là-bas? Une sidération, parce que vous avez 1 million de fantômes au-dessus de la tête pendant toute la journée, où vous passez le temps là-bas. Et la sidération, je l'ai eu aussi devant le bloc numéro 10, qui est le bloc dans lequel il y a eu les expériences médicales. Et c'est là où je me suis dit, où le médecin que je suis a pris le dessus sur le petit-fils de déporté, en se disant, mais comment c'est possible que des médecins qui font le même métier que moi le serment d'Hippocrate. Le serment d'Hippocrate, d'où Hippocrate aux enfers, ont pu faire ce genre de choses derrière ces portes qui étaient fermées, parce que le bloc numéro 10, il n'est pas ouvert au public. Et dans le documentaire, Auschwitz nous a ouvert les portes du bloc numéro 10, donc vous verrez à l'intérieur, c'est vide. Mais quand vous rentrez dans ce bloc numéro 10 et que vous savez tout ce qui s'y est passé, que vous voyez les femmes qui ont souffert, vous voyez et je vous assure que c'est vide de chez vide, hein, il n'y a plus rien. J'avais des fantômes pendant tout le tournage, quoi. La liste de Schindler, donc Renaud Capuçon l'avait joué un jour dans une émission de Michel Drucker où vous étiez présent. Vous lui avez confié la bande originale de votre film, les violons évidemment.
Le violon représente la plainte, représente les pleurs quand il est joué de cette façon. Et j'ai appelé Renaud Capuçon, qui effectivement est un ami, et je lui ai dit, voilà, Renaud, trouve-moi un compositeur qui pourrait nous faire quelque chose. Et il nous a mis dans les mains de Jean-Pascal Bentus, qui est un compositeur qui est absolument incroyable. Et La musique est très forte. Et qui nous a composé quelque chose de fou. Et Renaud Capuçon est venu jouer. Je veux dire, cette musique, moi, je vais vous dire, j'ai eu du mal à enregistrer les commentaires. J'ai fait la voix off, tout s'est à peu près bien passé, et la dernière phrase du doc, j'ai dû m'y reprendre, je sais pas, 5-6 fois, parce que j'avais la voix cassée à chaque fois. On va regarder, ce sera plus simple. C'est un lieu empli de fantômes. Il m'a fallu des années avant de réussir à franchir les portes du camp d'Auschwitz, un camp où mes 2 grands-pères ont disparu. Il m'a fallu plus de temps encore avant de pouvoir pénétrer dans le bloc numéro 10. Car si je suis petit-fils de déportés, je suis aussi médecin. Entre ces murs, je devine les cris, les corps qui se tordent de douleur. Les médecins qui ont œuvré au sein des camps de concentration ont, comme moi, un jour, prononcé le serment d'Hippocrate, un texte fondateur par lequel ils s'étaient engagés à protéger les plus faibles. Comment ces hommes ont-ils pu trahir ce serment et envoyer Hippocrate aux enfers? Voilà, je souhaite à Dieudonné, à Alain Soral et à tous les connards qui les regardent sur Internet de voir ce documentaire. Ça va vous mettre d'aplomb, mes enfants. Voilà. Alors, Michel, vous avez rattrapé les tabous de votre enfance, en fait, parce qu'on n'en parlait pas beaucoup quand vous étiez petit à la maison. Non, on n'en parlait pas. Il me restait une grand-mère, elle n'en parlait pas. Mes parents avaient été cachés pendant la guerre aussi. Bon, c'était pas... Je sais pas si c'était tabou, mais en tout cas, c'était pas un sujet qu'on évoquait. Moi, je crois que voilà, il y a un moment, je pense qu'en vieillissant, on essaye de comprendre un petit peu ce qui s'est passé dans sa famille. Et puis, c'est en vieillissant que j'ai commencé à chercher. Bien sûr. Alors, ce qu'on découvre en regardant votre documentaire, c'est qu'en fait, tous ces gars-là, ces médecins, c'était pas des fous isolés. C'est-à-dire qu'au départ, on pense que c'est des cinglés. Bien sûr. Mais en fait, c'est exactement comme Spotlight, le film sur la pédophilie dans l'Église catholique, où on s'aperçoit que c'est un système organisé, la pédophilie dans l'Église catholique. C'est pas juste quelques cinglés. Et là, c'est pareil. Et c'est une des questions que je me posais au début. Je me suis Ouais. dit... Alors, je ne sais pas si c'est une question que je me posais ou si c'était une façon de me rassurer. En me disant, pour que ces types aient fait ce genre de choses, encore une fois, en exerçant le même métier que moi, en ayant prêté le même serment que moi, c'est qu'ils étaient fous. Et que c'était des petits médecins qui voulaient prouver qu'ils étaient bons par rapport à la faculté. Ils auraient voulu être professeurs. Et bien, pas du tout. C'était tous des mecs compétents, mais qui avaient juste oublié comment s'écrivait le mot éthique. L'individu n'est rien, le peuple est tout. C'était la C'était, devise voilà. de Hitler. Mais c'est vrai qu'on réalise aussi, en voyant votre film, qu'en fait, c'était complètement con. Parce qu'il faisait des expériences sur des cobayes qui étaient malades. Donc c'est complètement con. Mais scientifiquement, c'est idiot. Scientifiquement, ça n'a, ça n'a aucune valeur. Ça n'a aucune valeur scientifique parce que quand vous faites des essais, il faut une méthodologie scientifique pour qu'on puisse tirer des conclusions. Et là-bas, c'était fait dans n'importe quelle condition. Et en plus, sur des gens qui n'étaient pas sains, puisque les pauvres, ils étaient déjà malades. Et donc, voilà, c'était juste leur lubie pour faire leurs expériences. Oui, moi, c'est un sujet, évidemment, qui me touche aussi, personnellement. Ça touche tout le monde. Hein. Et le personnage, par exemple, de Mengele était devenu presque une sorte de mythe, de fantasme. Mon grand-père, à la toute fin de sa vie, où, bon, entre la vieillesse et la maladie, il a un petit peu perdu la boule, a fini par se jeter de sa chambre par la fenêtre, il est tombé dans le vide de sa chambre d'hôpital parce qu'il croyait être poursuivi par le docteur Mengele. Mais dans ce que vous dites, il y a comment des gens ont pu faire ça. Mais
est-ce que la question est un peu résolue? Est-ce qu'on avance dans cette question? Parce qu'il ne suffit pas de dire nous sommes bien, eux ce sont des monstres. Non. Il faut essayer de comprendre Mais bien ce qui évidemment, peut se passer à l'intérieur. Bien évidemment que c'était la question, c'était de savoir pourquoi et comment le corps médical a pu aller jusque-là. 70% des médecins, à l'époque, en 1939, avaient épousé l'idéologie nazie. 70%. Et pourquoi ils ont fait ça? Parce que, comme l'a justement dit Thierry, on ne parlait pas d'individus, mais on parlait de peuple. Et quand un médecin, aujourd'hui, exerce, comme moi, il exerce face à un patient, face à un individu. Quand vous retirez une tumeur d'un individu. La tumeur, pour les Allemands et pour les médecins allemands qui avaient été grandement humiliés après la Première Guerre mondiale, ces médecins avaient épousé l'idéologie d'Hitler, qui était de dire on traite le peuple. Et donc il faut débarrasser le peuple de cette tumeur que représentent les juifs, les tziganes, les homosexuels, les malades psychiatriques. Donc c'était ça leur état d'esprit. Rita Mitsuko, Le Petit Train, Catherine Ringer, qui a eu à souffrir aussi de la barbarie nazie.